Vous avez vu ces clichés, un mariage somptueux, des aristocrates en goguette, une mariée resplendissante parée d'un diadème royal ancestral, un conte de fées idyllique, n'est-ce pas? Et si je vous disais que tout cela n'est qu'illusion, qu'une sombre vérité se tapit derrière ce vernis de perfection et l'éclat hypnotisant des émeraudes, une vérité capable de glacer le sang? Ce diadème n'est pas seulement un bijou. Il est le témoin muet de la mort soudaine et tragique d'une jeune princesse. Un ornement qui, au lieu de célébrer la joie, est devenu un emblème de deuil. Mais ce n'est pas tout. Que diriez-vous du rituel le plus étrange jamais consigné dans l'histoire des joyaux de la couronne? Pourquoi ce diadème, emblème de la plus grande opulence terrestre, fut-il porté par une femme qui, le jour même, renonçait à jamais au monde pour entrer au couvent? Quel geste insensé cela a-t-il pu être? Les gazettes de l'époque vantaient de la beauté du joyau. Nous vous dévoilerons la vérité. Nous lèverons le voile sur une histoire que la cour d'Espagne préférait garder sous silence. Êtes-vous prêts à découvrir les lourds secrets que l'aristocratie européenne cache dans ses coffrets? Alors installez-vous confortablement et ne manquez pas une seule seconde de cette vidéo. Croyez-nous, après cela, vous ne poserez plus jamais le même regard sur les joyaux de la couronne. Le début du XXe siècle marqua pour l'Espagne une période de profonds changements et de grands espoirs. Le pays s'apprêtait à entrer dans une ère nouvelle, laissant derrière lui les décennies tumultueuses du règne d'Isabelle II. L'air vibrait de l'anticipation d'une époque resplendissante, bientôt baptisée la Belle Époque. C'était le temps des bals somptueux, des tenues élégantes et, bien entendu, des parures éblouissantes. Diadèmes, broches et colliers n'étaient plus de simples accessoires, mais des emblèmes incontournables de statut social, de poids politique et de la pérennité des dynasties aristocratiques. C'est précisément dans cette atmosphère de faste et de strict protocole de cour que notre chef-d'œuvre allait voir le jour. En 1904, à la suite du décès de la reine Isabelle II, son impressionnante collection de joyaux fut partagée entre ses héritiers. La part la plus considérable revint à la reine régente douairière, Marie-Christine d'Autriche, une femme à la fois sage et autoritaire qui gouverna l'Espagne jusqu'à la majorité de son fils, le roi Alphonse XIII. Elle comprenait que les joyaux n'étaient pas de simples ornements, mais un véritable capital et une chronique familiale. Elle hérita ainsi de 7 superbes broches ornées d'émeraudes et de diamants, chacune étant en soi une véritable œuvre d'art. Cependant, Marie-Christine avait le regard tourné vers l'avenir. Il n'était pas dans sa nature de se contenter de conserver de vieilles broches. Elle nourrissait une ambition plus grande, transformer ses trésors disparates en une nouvelle relique résolument moderne qui symboliserait la pérennité de la dynastie. Ce dessein grandiose était dicté par l'amour maternel. La reine souhaitait offrir un présent unique à sa fille, l'infante Marie-Thérèse, lui assurant ainsi l'une des parures les plus splendides de la cour d'Espagne. Pour concrétiser une idée aussi ambitieuse, il fallait s'adresser au meilleur des meilleurs. Le choix se porta sur la maison de joaillerie madrilène Ansonniera. Ce choix ne fut pas le fruit du hasard. Fondée au milieu du XIXe siècle, la maison Ansonniera était déjà, à cette époque, honorée du titre de fournisseur de la cour royale d'Espagne. Leurs maîtres joailliers étaient réputés pour leur goût impeccable, leur exécution virtuose et leur capacité à travailler les pierres historiques, leur insufflant une âme nouvelle. Confier à leurs soins les émeraudes familiales était la garantie que l'héritage d'Isabelle II se trouverait entre des mains expertes et dignes de confiance. Les joailliers firent face à une tâche d'une incroyable complexité. Il ne s'agissait pas simplement d'incruster des pierres, mais de fusionner 7 broches distinctes en un ensemble harmonieux et unifié, qui donnerait l'impression d'avoir été conçu dès l'origine comme une œuvre unique. Ce fut un acte d'alchimie joaillière, consistant à refondre le passé pour créer le futur.
Les maîtres d'Ansoniera proposèrent une solution raffinée sous la forme d'une guirlande florale, répondant aux dernières tendances de l'Art nouveau avec son penchant pour les motifs inspirés de la nature. Ainsi, de ces 7 broches anciennes naquit un diadème magnifique. La fleur centrale d'émeraude fut astucieusement surélevée par rapport aux autres, créant une silhouette à la fois majestueuse et délicate. Les pierres, témoins d'une autre époque, s'illuminèrent d'un éclat nouveau dans leur monture en platine, devenant l'incarnation d'une mode avant-gardiste et de l'inviolabilité de l'ancienne monarchie. En même temps que le diadème, d'autres ornements furent créés, formant une parure précieuse, un ensemble complet digne d'une infante d'Espagne. La naissance de la fleur d'émeraude était désormais achevée. Oublions un instant les bals et les reines pour contempler le diadème avec le regard d'un joaillier. La fleur d'émeraude n'est pas un simple ornement. C'est un organisme vivant, respirant, fait de métal et de pierres précieuses. Son design, qui semble à première vue constituer un tout, est en réalité une composition géniale de 7 motifs floraux distincts, qui s'entrelacent avec une fluidité exquise. Ce n'est pas un cercle rigide, mais une guirlande souple et mouvante qui se pose sur la coiffure, comme si elle y était née. L'élément central, la fleur principale, se dresse au-dessus des autres, créant un accent royal et conférant à l'ensemble une asymétrie majestueuse, caractéristique des plus beaux spécimens du style Belle Époque. Le cœur du diadème réside bien sûr dans ces émeraudes. Il ne s'agit pas de pierres modernes, d'une pureté irréprochable. Ce sont des émeraudes colombiennes anciennes, très probablement issues des légendaires mines de Muso. Leur valeur ne réside pas dans leur perfection, mais dans leur caractère. Chacune d'elles recèle un univers intérieur unique, ce que l'on nomme un jardin, de subtiles inclusions qui confèrent à la pierre une profondeur et un aspect velouté. Leur couleur n'est pas un simple vert, c'est la teinte des feuillages denses d'été après la pluie, une couleur associée depuis des siècles à l'espoir, à la fertilité et à la vie éternelle. Les joailliers d'Ansoniera ne les ont pas retaillés. Ils ont précieusement conservé leur taille ancienne, les enfermant simplement dans une nouvelle monture digne de leur splendeur. Autour de ces étoiles vertes, une myriade de diamants dansent. Des centaines de pierres de taille européenne ancienne qui scintillent avec une intensité moins vive que les diamants modernes, offrant plutôt une luminosité douce, presque aquatique, semblable au jeu de lumière dans le cristal. Les joailliers d'Ansoniera durent accomplir un travail colossal pour sélectionner des dizaines de diamants dont la couleur et l'éclat concordaient parfaitement. Leur objectif était de créer non pas un simple arrière-plan, mais l'effet de la rosée matinale sur des pétales. Chaque diamant est serti de manière à capter le moindre rayon de lumière et à le transformer en étincelle, donnant vie à l'ensemble de la composition. Toute cette magnificence repose sur une monture en platine presque invisible. Au début du XXe siècle, le platine était un matériau révolutionnaire. Il est considérablement plus résistant que l'or et l'argent, ce qui permit aux joailliers de créer des montures incroyablement fines et ajourées, qui semblaient presque impondérables, aériennes. Ils utilisèrent la technique du mille-grain, ou serti-grainé, recouvrant les bords de la monture de minuscules billes de platine, ce qui créait un contour doux et velouté, et faisait en sorte que le métal se dissolve littéralement dans l'éclat des pierres. Imaginez maintenant la tenir entre vos mains. Contrairement à sa légèreté visuelle, elle possède un poids agréable et rassurant, le poids de l'histoire et d'un métal noble. Le platine est froid au toucher, et les facettes des pierres semblent vives et acérées. Si vous tendez l'oreille, vous percevez un léger clic confiant du fermoir, un son qui, depuis un siècle, a annoncé le début d'une nouvelle apparition triomphale. Ce n'est pas un simple assortiment de pierres précieuses, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie où chaque élément est conçu avec une précision mathématique. En fin de compte, l'anatomie de ce trésor révèle son idée maîtresse.
Ce n'est pas qu'une simple guirlande florale, c'est un jardin éternellement fleuri, un symbole de la pérennité d'une lignée. Les vieilles émeraudes, telles les racines d'une dynastie, ont été replantées dans une nouvelle terre de platine pour donner de nouvelles pousses, éclatantes. C'est un serment de fidélité, figé dans le temps, qu'une dynastie s'est fait à elle-même. Le cadeau fut remis, le chef-d'œuvre quitta l'atelier du joaillier et prit place dans son écrin de velours. Mais un diadème, tel une prima donna théâtrale, ne saurait vivre sans scènes ni regards admiratifs. Sa véritable naissance ne se produit pas au moment de sa création, mais lors de sa première apparition en public. Pour la fleur d'émeraude, ce moment fut l'un des événements les plus solennels et symboliques de la vie monarchique, le baptême d'un nouveau membre de la famille royale. En 1909, la cour d'Espagne célébrait le baptême de l'infante Béatrice, fille du roi Alphonse XIII, et c'est lors de cette radieuse fête de la vie que le diadème fit ses débuts. Imaginez l'éclat du palais royal de Madrid, des centaines de bougies dans des lustres de cristal, le lourd drapé de soie des robes de cour, le scintillement des ordres sur les uniformes des aristocrates et des diplomates venus de toute l'Europe. Dans cette atmosphère d'étiquette la plus stricte et de compétition tacite pour le luxe, chaque apparition d'un membre de la famille royale était scrutée à la loupe. Et voilà, l'infante Marie-Thérèse entre dans la salle. Jeune, élégante, elle était l'incarnation de son temps, mais ce jour-là, son allure avait quelque chose de nouveau, quelque chose d'éblouissant. Sur ses cheveux bruns, savamment relevés, reposait la guirlande d'émeraude. Dans la lumière éclatante des salons du palais, le diadème s'anima. Les diamants jaillissaient en milliers d'étincelles glacées, créant l'effet d'une gelée scintillante, tandis que les émeraudes brûlaient d'un feu vert profond et mystérieux. Ce n'était pas un simple ornement. C'était l'accord final de la symphonie de son apparence, la transformant instantanément d'une simple princesse en une icône de style et la reine de la soirée. Le diadème ne l'alourdissait pas. Au contraire, il soulignait sa jeunesse et sa grâce, la métamorphosant en une sorte de fée sylvestre égarée dans un bal royal. Un murmure à peine perceptible parcourut la salle, un soupir collectif et retenu. Les regards des dames de la cour, expertes en joaillerie, étaient rivés sur ce nouveau trésor. Les hommes, éloignés des subtilités de la joaillerie, y voyaient autre chose, une démonstration non équivoque de la puissance et de la richesse de la couronne d'Espagne. Ce fut un coup de maître de la reine Marie-Christine. Elle n'avait pas seulement offert à sa fille une belle pièce, elle avait présenté à la cour un nouveau symbole du prestige de sa famille. En une seule soirée, la fleur d'émeraude cessa d'être un simple diadème. Il reçut un nom, une histoire et surtout le statut de légende. Les journaux et les chroniques mondaines du lendemain décrivirent à l'envi le magnifique diadème d'émeraudes et de diamants de l'infante, et son image parée de cet ornement devint instantanément iconique. Le premier triomphe fut absolu. Le bijou avait passé son baptême du feu au cœur même de la monarchie espagnole, et à partir de ce moment, il devint une partie intégrante de son histoire. L'âge d'or du diadème est indissociablement lié au nom de celle pour qui il fut créé, l'infante Marie-Thérèse. Ce n'était pas un simple bijou parmi tant d'autres dans son écrin. La fleur d'émeraude devint son prolongement, son blason familial, incarné dans la pierre. Dès son premier triomphe, le diadème ne resta pas confiné dans un coffre-fort, mais mena une vie de cour active, devenant la parure principale de l'infante lors des cérémonies les plus importantes. Il fut une partie intégrante de son image publique, un symbole de son statut et de sa jeunesse éclatante. L'infante Marie-Thérèse comprenait parfaitement le langage des joyaux. Elle savait que porter ce diadème précis ne signifiait pas seulement se parer, mais aussi rendre hommage à sa mère, la reine Marie-Christine, et à toute la lignée des Bourbons. C'est pourquoi la fleur d'émeraude l'accompagna lors des moments familiaux les plus cruciaux. Après ses débuts au baptême de l'infante Béatrice en 1909,
Le diadème resplendit de nouveau dans toute sa magnificence en 1911, lors du baptême d'une autre nièce, l'infante Marie-Christine. Ces deux apparitions ancrèrent le bijou dans le statut de relique familiale principale de la branche de Marie-Thérèse. On peut seulement imaginer comment, dans la pénombre de la cathédrale éclairée par des centaines de bougies, les émeraudes sur la tête de l'infante captaient chaque reflet, projetant de mystérieuses étincelles vertes. À ces instants, le diadème n'était pas un simple accessoire, mais un attribut sacré, un symbole de la continuité des générations. En le portant pour les baptêmes des nouvelles princesses, Marie-Thérèse semblait les bénir, leur transmettant une parcelle de l'histoire et de la force de sa dynastie. Le bijou, créé à partir des pierres de son arrière-grand-mère, saluait désormais la nouvelle génération de la famille. La fleur d'émeraude devint la carte de visite de l'infante. Son style était élégant et discret, et ce diadème, avec son motif floral naturel, s'harmonisait parfaitement avec son image. Il ne submergeait pas sa propriétaire, comme beaucoup de diadèmes royaux massifs, mais soulignait au contraire sa féminité et sa douceur. Bientôt, à la cour, on savait que si un événement d'une importance capitale était à venir, l'infante Marie-Thérèse apparaîtrait inévitablement avec ses célèbres émeraudes. Mais derrière l'éclat du protocole et des cérémonies officielles se cachait aussi une histoire personnelle. Pour Marie-Thérèse, ce diadème n'était pas seulement un symbole de devoir, mais aussi un précieux rappel de l'amour de sa mère. Chaque fois que les dames d'honneur fixaient le métal froid dans ses cheveux, elle devait ressentir un lien invisible avec celle qui avait commandé ce chef-d'œuvre spécialement pour elle. C'était son trésor personnel, son talisman, témoin des moments les plus heureux de sa maternité et de sa vie de famille. Cependant, cet âge d'or, empli de faste et d'espoir, ne devait pas durer. Il fut interrompu brutalement et tragiquement. En septembre 1912, peu après la naissance de son dernier enfant, l'infante Marie-Thérèse, âgée de 29 ans, succomba à une embolie. Sa mort fut un choc pour toute l'Espagne. Le diadème d'émeraude, qu'il avait si souvent paré lors des fêtes de la vie, devint du jour au lendemain le symbole d'une immense perte. Son étoile la plus brillante s'était éteinte, et la fleur d'émeraude sombra dans l'obscurité, orpheline avec ses enfants. L'âge d'or s'acheva, cédant la place à une longue et nébuleuse période d'ombre. Pensez à la tiare de la fleur d'émeraude. Son histoire, loin des scandales criminels fracassants, des vols audacieux ou des remplacements mystérieux qui enflamment l'imagination, se tisse d'une autre obscurité. Elle n'est pas faite de crimes, mais d'une profonde et silencieuse tragédie humaine, non moins poignante. Les ombres qui ont voilé ce bijou sont celles d'une perte soudaine et d'un choix énigmatique, laissant à la cour plus de questions que de réponses. Tout a commencé avec cette tragédie de 1912. La mort de la jeune et tant aimée infante Maria Teresa fut non seulement un deuil personnel pour la famille, mais aussi un sinistre présage pour la tiare. Ce bijou, conçu comme un symbole de vie et de lignée, se retrouva soudainement lié à la mort. À la cour, où l'on a toujours cru aux signes et aux présages, des murmures commencèrent à circuler. Bien sûr, personne n'osait parler de malédiction à voix haute, ce serait faire preuve d'une trop grande audace. Mais le fait était là. La période la plus éclatante de la tiare s'était brutalement interrompue avec la vie de sa propriétaire. Et cette ombre de deuil plana longtemps sur le scintillement des émeraudes. Après la disparition de l'infante, la tiare fut léguée à son jeune fils, José Eugenio. Pendant de longues décennies, elle s'évanouit du regard public. La fleur d'émeraude semblait s'être exilée volontairement, emprisonnée dans un sombre coffre-fort. Elle se transforma, passant du statut de symbole de triomphe à celui d'un héritage silencieux et lourd, rappel d'une mère que les enfants se souvenaient à peine.
Pour la cour royale, la tiare devint un fantôme, le souvenir d'une époque courte mais lumineuse, fauchée en plein envol. Mais l'épisode le plus étrange et le plus mystérieux de l'histoire de la tiare eut lieu bien plus tard, en 1963. Ce n'était pas un scandale, mais il brisa tous les protocoles imaginables et inimaginables concernant l'usage des joyaux royaux. Cette année-là, Doña Marisol, l'épouse de José Eugenio, devenu adulte, prêta la relique familiale à une lointaine parente de la famille, la comtesse Maria Teresa Zamoyska. L'occasion était exceptionnelle. La comtesse prononçait ses vœux de novice dans un monastère carmélite. Imaginez cette scène surréaliste. Une jeune aristocrate se tient aux portes du monastère, prête à renoncer au monde pour toujours. Elle est vêtue d'une robe de mariée blanche, telle une promise. Et sa tête est couronnée d'une tiare royale, l'apothéose de la luxure terrestre, du pouvoir et de la vanité. La fleur d'émeraude, créée pour les mariages dynastiques et l'éclat des bals, fut ce jour-là le témoin de l'acte le plus radical de renoncement à tout ce qu'elle symbolisait. Ce fut sa sortie la plus silencieuse et peut-être la plus profonde. Qu'était-ce? Un geste d'adieu à une vie passée? Un mariage symbolique avec Dieu, nécessitant les plus beaux attributs nuptiaux? Ou peut-être la tiare, déjà liée au thème de la séparation et de la perte, n'avait-elle pas été choisie par hasard? Les documents restent muets sur les véritables motivations de cet acte. Mais cet épisode a inscrit à jamais dans l'histoire de la tiare un chapitre sur la quête spirituelle et le renoncement, ajoutant à son éclat une note de profondeur mystique. Ce sont précisément ces récits, ceux d'une mort soudaine et d'un départ silencieux au couvent, qui constituent les véritables mystères de la fleur d'émeraude, bien plus complexes et émouvants que n'importe quel scénario de détective. Après quelques apparitions éclatantes, bien que rares, au milieu du XXe siècle, la tiare replongea dans le silence. L'époque pour laquelle elle avait été créée, celle des cérémonies de cour strictes, des bals somptueux et du luxe ostentatoire, s'éloignait irrémédiablement dans le passé. L'Espagne changeait, le monde changeait, et pour la fleur d'émeraude, il ne semblait plus y avoir de scène appropriée. Doña Marisol fut la dernière gardienne à la porter dans le contexte de l'ancienne Europe aristocratique. Avec son départ, un chapitre entier de la vie du trésor s'acheva. Une longue période d'oubli s'ensuivit. Près de 30 ans, la tiare passa dans l'ombre, enfermée dans un coffre-fort bancaire. Son éclat était dérobé au regard et son histoire se mua en une légende familiale connue d'un cercle restreint d'initiés seulement. Pour le reste du monde, elle s'était tout bonnement volatilisée. C'était une ère d'incertitude. Nombre de joyaux familiaux, durant les tumultueuses années d'après-guerre, furent vendus, démantelés ou irrémédiablement perdus. Un sort identique aurait pu s'abattre sur la fleur d'émeraude. Elle risquait de passer du statut de relique vivante à celui d'un simple assortiment de pierres au riche passé. La transmission de cet héritage à la génération suivante ne se fit pas au marteau d'une vente aux enchères retentissantes, mais dans le secret et la quiétude du cercle familial. Ce n'était pas un acte commercial, mais un rituel de succession. Lorsque la tiare passa entre les mains des enfants de José Eugenio et de Marisol, notamment à la princesse Teresa de Bavière, surnommée Tessa, ce fut un moment d'une immense charge émotionnelle. La nouvelle génération n'assumait pas seulement la responsabilité de kilogrammes de platine et de carats de pierres précieuses, mais celle de la mémoire de son arrière-grand-mère, l'infante Maria Teresa, de sa courte existence et de sa fin tragique. Ce passage discret marqua la fin d'une époque. L'ère de la tiare, en tant qu'attribut de pouvoir et de haut statut de cour, s'achevait définitivement. Sa vie publique, intrinsèquement liée aux événements officiels de la cour royale, touchait à sa fin. Elle n'était plus un instrument de représentation étatique. Désormais, son destin dépendait de la capacité de la nouvelle génération à lui trouver un rôle inédit, une nouvelle interprétation dans un monde en pleine mutation.
La vieille scène était démontée, et le rideau tombait, laissant chacun dans l'incertitude quant à son éventuelle remontée. Après des décennies passées dans l'obscurité feutrée d'un coffre, le retour de la fleur d'émeraude sur le devant de la scène s'apparentait à l'éveil d'une belle au bois dormant. Cela ne se produisit ni lors d'une réception d'État, ni lors d'une vente aux enchères, mais à l'occasion d'un événement qui rendit à la tiare sa signification première, un mariage. En 1992, lorsque Doña Sonia Marquez y de Baviera, petite fille de l'infante Maria Teresa, s'avança vers l'autel avec Don Miguel Matosian, elle fit un choix qui allait changer à jamais le destin du bijou. Sur sa tête resplendissait la tiare, que le monde n'avait pas vue depuis près de 30 ans. Ce fut bien plus qu'un simple hommage à la tradition familiale. Ce fut un acte conscient de résurrection d'une légende. Et à cet instant, quelque chose d'essentiel se produisit. La tiare trouva une nouvelle interprétation. Elle cessa d'être un froid symbole de statut royal et de poids politique. D'attribut de pouvoir, elle se mua en talisman d'amour. Passant des mains des monarques à celles de leurs descendants, la fleur d'émeraude changea de rôle. Elle n'était plus le signe d'appartenance à une dynastie régnante, mais un pont fragile entre passé et futur, la bénédiction d'une arrière-grand-mère pour son arrière-petite-fille en ce jour le plus important de sa vie. Son éclat ne reflétait plus la lumière des lustres de palais, mais le bonheur dans les yeux de la mariée. Ce qui aurait pu n'être qu'un geste isolé se mua rapidement en une nouvelle et magnifique tradition. 3 ans seulement après, en 1995, la sœur cadette de Sonia, Doña Mirta, choisit elle aussi la fleur d'émeraude pour son mariage avec Don Pedro Escudero. Cela consolida le nouveau statut de la tiare. Elle devint la relique nuptiale principale de la famille, une joyau transmise de mariée en mariée. Chaque nouveau mariage ajoutait à son histoire non pas un chapitre sur les alliances politiques, mais une page à l'album de famille, empli d'émotions personnelles et de tendres souvenirs. L'apogée de cette seconde naissance fut une succession de mariages qui se déroulèrent cette fois au XXIe siècle. En 2023, Sol Matosian y Marquez, puis sa cousine Victoria Matosian y Marquez, perpétuèrent cette tradition en s'unissant par les liens sacrés. L'apparition de la tiare sur Victoria, la fiancée du prince Cecil von Croy, braqua de nouveau les projecteurs du monde entier sur ce bijou. Mais désormais, on la regardait sous un jour nouveau. Elle n'était plus une simple tiare royale espagnole, mais une légende vivante, dont la riche histoire personnelle continuait de s'écrire sous nos yeux ébahis. C'est précisément à ce moment que la valeur de la fleur d'émeraude atteignit son apogée absolu. Son prix ne se mesurait plus seulement au poids des émeraudes et à la pureté des diamants. Elle se composait désormais de chaque sourire de mariée, de chaque larme de bonheur, du souvenir du destin tragique de sa première propriétaire et des espoirs des nouvelles générations. Ressuscitée en talisman nuptial, la tiare a trouvé une immortalité que ni les trésors royaux ni les vitrines des musées ne sauraient lui conférer. Mais où donc se trouve aujourd'hui ce chef-d'œuvre légendaire? La réponse à cette question est à la fois simple et étonnante. La fleur d'émeraude ne repose pas derrière une vitre blindée au musée national, ni n'attend son heure dans un trésor d'État. Elle n'est pas devenue un lot de Christie's pour lequel des milliardaires anonymes se seraient disputés à coups de marteau. La tiare demeure là où son destin l'a toujours appelée, au cœur même de la famille. Ses gardiens sont les descendants directs de l'infante Maria Teresa, qui ne la considèrent pas comme un simple actif, mais comme une partie vivante de leur âme et de leur histoire. C'est ce qui forge son statut actuel, absolument unique. La fleur d'émeraude est un paradoxe. D'un côté, par son ancienneté, la qualité de sa facture, sa portée historique et son impeccable provenance, elle est, sans l'ombre d'un doute, un artefact historique digne d'un musée. N'importe quelle exposition d'art joaillier prestigieuse à travers le monde s'estimerait honorée de l'accueillir dans sa collection.
Mais d'un autre côté, elle se refuse à devenir une pièce de musée inerte. Grâce à une merveilleuse tradition familiale, elle continue de remplir sa fonction originelle, embellir et apporter de la joie. C'est un artefact vivant qui non seulement se souvient de l'histoire, mais continue de la façonner. Naturellement, sa valeur financière suscite bien des interrogations. Toute tentative de chiffrer précisément serait pure spéculation, mais nous pouvons analyser ce qui compose son inestimable valeur. En premier lieu, il y a la valeur intrinsèque des pierres et du métal. Des émeraudes colombiennes anciennes d'une telle taille et qualité, des centaines de diamants de taille ancienne et du platine. Tout cela représente à soi seul une véritable fortune. À cela s'ajoute le prix de la main-d'œuvre du célèbre joaillier Ansorena, dont le nom est un gage de la plus haute excellence. Mais tout cela n'est que la pointe de l'iceberg. L'élément principal, celui qui multiplie sa valeur de manière exponentielle, est sa provenance. Un lien indissociable et documenté avec la famille royale espagnole, depuis les pierres de la reine Isabelle II jusqu'à la commande de la reine Marie-Christine et la possession par l'infante Maria Teresa. Dans l'univers de la haute joaillerie, une provenance royale est la plus haute expression de la valeur, celle qui métamorphose un simple bijou en un trésor inestimable. Ainsi, la fleur d'émeraude n'est pas qu'un simple ornement aujourd'hui. C'est un phénomène culturel à part entière, une propriété privée par sa forme, mais un patrimoine commun par son essence. Sa valeur actuelle se forge à travers son histoire, sa beauté et sa vie ininterrompue. Elle est la gardienne de la mémoire d'une famille et en même temps le symbole de l'éternité pour tous ceux qui chérissent l'art authentique et les récits humains profonds. Au tout début de notre récit, nous nous sommes posé la question: quel mystère se dissimulait derrière l'éclat immaculé de la tiare royale, scintillant lors d'un mariage aristocratique moderne? Nous avons vu une image idéalisée, symbole de valeurs éternelles et de continuité. Maintenant, après avoir exploré tout son parcours historique, nous sommes prêts à livrer la réponse finale. Le secret de la fleur d'émeraude ne résidait finalement pas dans des complots ou des malédictions, mais dans la vie elle-même, dans toute sa plénitude éclatante et tragique. Son secret le plus profond réside dans le fait qu'elle n'a jamais été un simple bel objet. Dès sa naissance, elle est devenue le témoin silencieux et l'actrice d'un grand drame humain. Elle se souvient de la fierté de la reine régente qui la commanda comme symbole de l'indestructibilité de sa dynastie. Elle a absorbé la lumière des projecteurs lors de son premier triomphe sur la tête de la jeune infante. Elle a survécu au silence et à l'obscurité après sa mort subite, passant de symbole de vie à un rappel poignant de la perte. Elle a vu le renoncement au monde dans les yeux de la comtesse, s'apprêtant à entrer au monastère. La fleur d'émeraude est l'incarnation physique des passions, des ambitions et des grandes histoires. C'est une chronique moulée dans le platine et figée dans les facettes des émeraudes. Chacune de ces pierres est un chapitre racontant l'amour maternel, l'éclat de la vie de cour, l'amertume de la perte, la force de la foi et l'interminable cycle des générations, où une fête succède à une autre. Elle est la preuve que la véritable valeur d'un bijou ne se mesure pas en carats, mais à la profondeur des émotions qu'il a traversées. C'est pourquoi son histoire ne s'est pas achevée avec le crépuscule d'une ancienne ère. Ayant connu une renaissance en tant que talisman nuptial, elle a trouvé une nouvelle mission, peut-être la plus essentielle de toutes. De symbole de pouvoir, elle est devenue emblème d'amour. De signe d'appartenance à la monarchie, à signe d'appartenance à la famille. Elle est devenue le fil qui tisse le passé au futur, une bénédiction que l'arrière-grand-mère n'a pu offrir de son vivant à ses descendants, mais qu'elle leur transmet désormais par le froid contact de ses émeraudes. Chaque nouvelle mariée qui orne sa chevelure de cette tiare ne fait pas que se parer. Elle touche au destin de toutes les femmes de sa lignée qui l'ont portée avant elle.
Elle embrasse leur héritage, leur joie comme leur peine, afin d'inscrire sa propre page de bonheur dans l'histoire de ce trésor. Et c'est là que réside sa grandeur. Les pierres peuvent perdre de leur éclat, la mode se métamorphoser, mais l'histoire, une fois gravée au cœur d'un authentique chef-d'œuvre, acquiert l'immortalité. La fleur d'émeraude continuera de resplendir tant que l'amour, la mémoire et la famille existeront. Et c'est en cela que réside en son secret ultime et sa vie éternelle.